Bienvenue dans cette vidéo sur les méthodes agiles. Nous allons couvrir la carte d'empathie, la méthode Scrum, la méthode Kanban, le design thinking et l'approche Lean. Et si vous voulez aller plus loin, tapez stratègemarketingpro.com et mettez la main sur les mêmes techniques que des gens ordinaires ont utilisées pour démultiplier et catapulter leurs résultats. Allez sur stratègemarketingpro.com. Mais commençons tout de suite par la carte d'empathie. En marketing, il est essentiel de comprendre le consommateur. Pour compléter l'avatar client ou la persona, on peut employer un autre outil qui se nomme la carte d'empathie, Empathy Map en anglais. D'ailleurs, certains appellent la carte d'empathie la 10 minutes persona ou la persona de l'utilisateur en 10 minutes. Comme son nom l'indique, l'objectif d'une carte d'empathie est de se mettre à la place du sujet étudié pour mieux le comprendre. L'inventeur de la carte d'empathie est David Gray, fondateur de X-Plane, qui a développé un modèle d'empathie map populaire dans son ouvrage Gamestorming. Il s'est en fait inspiré d'un jeu de Scott Matthews nommé Empathy Map Game. La carte d'empathie est un canevas sur lequel on va représenter sur une seule page ce que le consommateur ou la consommatrice entend, ce qu'il ou elle voit, ce qu'il ou elle dit, ce qu'il ou elle ressent et ce qu'il ou elle fait. En considérant les choses de la perspective d'un consommateur ou d'une consommatrice, on rassemble les informations et les connaissances disponibles à son sujet pour remplir la carte d'empathie. Pour établir une carte d'empathie, il faut réunir des personnes qui sont susceptibles de bien connaître l'utilisateur qu'on vise. La carte d'empathie peut aussi être faite par une personne seule, mais elle est bien sûr plus riche s'il y a plusieurs intervenants. Il faut rassembler tout ce qu'on sait, les données ethnographiques, les résultats d'études de marché, etc. Et il faut confronter la connaissance de l'utilisateur ou de l'utilisatrice en groupe à l'aide de notes adhésives sur la carte d'empathie. Comme évoqué précédemment, une carte d'empathie est centrée sur l'utilisateur ou l'utilisatrice et se compose de 7 parties. 1. Une description de la personne qu'on veut comprendre, son profil socio-démographique et un aperçu de sa situation. 2. Son objectif, ce qu'elle souhaite atteindre. À quoi ressemble le succès pour cette personne et que doit-elle faire pour y parvenir. 3. Ce que la personne entend des autres, de ses collègues et amis, de son entourage. 4. Ce que la personne voit sur le marché et dans son environnement. 5. Ce que dit la personne. Comment avez-vous entendu votre consommateur ou utilisatrice s'exprimer ou que pouvez-vous imaginer qu'il ou elle dise. 6. Ce que la personne fait, les comportements que vous avez pu observer notamment. Et 7. Ce que la personne ressent et pense. Parfois, on place ici ses aspirations et les problèmes qu'elle rencontre. Cette section contient souvent une sous-section nommée douleurs et problèmes, ce sont ses frustrations et blocages, et une autre sous-section nommée bénéfices et gains, et là il s'agit de mettre les rêves et les aspirations de l'utilisateur ou de l'utilisatrice que l'on vise. Il y a un piège à éviter lorsque l'on dresse une carte d'empathie. Il faut éviter de prêter ses propres sentiments ou ses propres ressentis à l'utilisateur ou utilisatrice qu'on cible lorsqu'on dresse une carte d'empathie. Donc, la première étape lorsque l'on veut cartographier l'empathie, c'est donc de dresser un portrait de la personne ou du groupe de personnes du segment en soit que l'on cible. Prenons un exemple simple. Un utilisateur qui veut acheter un nouveau téléphone portable. Il s'agit de Julie, une jeune maman qui vit dans un milieu urbain. Elle souhaite acheter un nouveau téléphone pour pouvoir faire de belles photos de son nouveau-né. Ce qu'elle entend, c'est son entourage qui évoque le prix élevé des nouveaux modèles de téléphone toujours plus sophistiqués. Elle entend aussi parler d'obsolescence programmée. Ce qu'elle voit, eh bien ce sont les gens
autour d'elle qui continuent à renouveler leurs appareils mobiles, leurs téléphones fréquemment. Des téléphones qui font de meilleures photos que certains appareils photo numériques. Ce qu'elle dit. Il s'agit de ce qu'elle dit à sa famille, ses amis ou aux vendeurs. Elle va demander quel est le meilleur rapport qualité-prix, quel téléphone fait les meilleures photos, est-ce que je pourrais transférer mes photos facilement sur mon ordinateur? Y a-t-il des téléphones assez petits pour se glisser dans une poche ou dans un sac? Ce qu'elle fait, il s'agit des actions menées par notre utilisatrice Julie. Julie se renseigne auprès d'amis. Elle compare les téléphones. Elle ajourne sa décision d'achat. Elle cherche sur le web. Elle regarde dans les magasins. Elle se renseigne. Ce qu'elle ressent, on décrit ici l'état émotionnel de l'utilisateur. Au niveau des problèmes et de la douleur, Julie a peur d'avoir l'air ridicule avec ses questions. Tout le monde a l'air de s'y connaître, mais pour elle, il y a trop d'acronymes et de termes techniques. Elle a peur de prendre la mauvaise décision. Et elle s'interroge. Et si mon téléphone sera déjà dépassé dans un an? Ils sont chers, les derniers modèles. Au niveau des bénéfices et des gains, le bénéfice le plus grand, c'est de pouvoir prendre des photos de son nouveau-né. Et elle pourrait peut-être quand même se procurer un téléphone doté d'un capteur photo sophistiqué, d'occasion, ou un téléphone reconditionné. À la fin du processus, on va ajouter une date et une version de la carte d'empathie créée. La carte d'empathie sera fréquemment remise à jour en fonction des connaissances supplémentaires que l'on aura sur l'utilisateur ou l'utilisatrice. Vous voyez, l'avantage, c'est que vous pouvez dresser cette carte d'empathie rapidement et obtenir un très bon aperçu du profil de votre cliente ou de votre client, de votre utilisatrice ou utilisateur en un rien de temps. La gestion de projets standard est assez rigide. Il y a un projet à exécuter, un délai et un budget. Et lorsque l'on veut changer quelque chose dans ce schéma, cela impacte tout le reste et l'équipe de projet doit refaire valider tout son travail. Il existe cependant un cadre méthodologique plus agile. Il provient du monde de l'informatique mais tend à se généraliser, y compris dans le marketing. Son nom est Scrum. Scrum signifie mêlée en français. Ce cadre méthodologique agile révolutionne la manière dont on gère un projet. Son nom provient du rugby, sport dans lequel l'équipe effectue une mêlée. Il permet de délivrer et de modifier un projet, un produit ou une fonctionnalité très rapidement. Mettons que vous ayez envie de créer un produit, une appli par exemple. Vous avez toutes sortes de demandes et d'exigences de la part de clients, de la part des commerciaux ou encore de la direction. Comment gérer un tel développement de manière rapide et agile sans se laisser noyer? Grâce à la méthode agile Scrum, elle est basée sur des rôles. Il y a l'équipe, elle est composée de développeurs, de testeurs, d'architectes et de tout autre métier nécessaire à la réalisation du projet. Elle est idéalement composée de 6 à 10 personnes mais peut être beaucoup plus grosse également. Le Product Owner ou chef de produit représente le client. Il définit les spécifications fonctionnelles et établit la liste des priorités de ce qu'il faut développer. C'est aussi le Product Owner qui valide les fonctionnalités. Le Scrum Master est garant du respect des processus Scrum. Il s'assure d'une bonne communication entre les membres de l'équipe. Maintenant que les rôles sont définis, parlons du processus. Tout commence par une user story. En français, l'histoire de l'utilisateur. Il s'agit de décrire l'expérience utilisateur en utilisant le langage, le vocabulaire et la terminologie de l'usager. Par exemple, notre appli doit pouvoir donner l'heure de tous les fuseaux horaires dans le monde. Je tape une ville et elle me donne l'heure locale. Chaque user story comporte un identifiant, c'est-à-dire un nom qui décrit la fonction du produit de manière succincte, l'importance, c'est-à-dire une valeur qui définit la priorité de la story, une estimation du travail nécessaire, une démonstration,
un test simple de la story qu'il faudra valider et les notes qui comportent toute autre information nécessaire à la réalisation de cette story. De la user story, il va émaner des exigences. Elles seront hiérarchisées avec le client dans ce que l'on appelle un product backlog, une sorte de carnet de commandes pour le produit. Le product backlog est un miroir de ce qu'il faut faire pour réaliser les besoins du client et délivrer la user story. Par exemple, pour l'appli, il faut créer une interface, s'adapter aux changements d'heure, ajouter des fonctionnalités et ainsi de suite. Ce product backlog va constamment évoluer pour refléter les nouveaux besoins. Une fois que l'on est d'accord sur la user story et les exigences, c'est-à-dire le product backlog, il est temps de se lancer dans la réalisation du projet. Celui-ci sera découpé en plusieurs itérations que l'on nomme des sprints dans le jargon Scrum. Un sprint commence par une réunion de planification dénommée le Sprint Planning Meeting. Au cours de cette séance, l'on va aller puiser les éléments prioritaires du product backlog qui seront développés dans les sprints. Dans chaque sprint, qui dure de 2 à 4 semaines, il y aura du développement, puis un contrôle qualité, c'est-à-dire du test, et enfin une livraison. L'ensemble des livraisons des sprints cumulés se nomme le sprint backlog. Durant les sprints, il y a des mêlées, c'est-à-dire des scrums qui sont organisés chaque jour. Il s'agit de réunions quotidiennes d'un quart d'heure, souvent effectuées debout en début de journée. Elles permettent à l'équipe de mesurer l'avancement du projet et de s'assurer de la qualité des livrables et du respect des délais. Le Scrum Master, c'est-à-dire la personne qui est garante du respect de la méthodologie Scrum, tient un Burn Down Chart, c'est-à-dire un graphique qui décrit l'évolution du projet. Les séances Scrum sont clairement codifiées. Chaque membre de l'équipe doit pouvoir exprimer et expliquer 3 choses rapidement. Ce qu'il a fait la veille et les éventuels problèmes rencontrés. Ce qu'il va faire pendant la journée. Et s'il rencontre des difficultés pour continuer son travail. Le but est d'identifier et de communiquer les éventuels problèmes, mais pas de les résoudre pendant cette séance qui doit rester courte, environ 15 minutes. À la fin de la réunion, le Scrum Master aura mis à jour le Burn Down Chart et délégué les problèmes identifiés pendant le meeting aux membres de l'équipe. À la fin du sprint, c'est-à-dire en général après 2 semaines, un autre meeting sera organisé, le Sprint Meeting Review. Il s'agit de présenter la solution au client sous forme de démonstration et d'avoir son retour. Les éventuelles améliorations suggérées et les problèmes rencontrés seront alors ventilés dans le Product Backlog et priorisés ensuite dans des sprints. Ce cadre méthodologique est conçu sur des cycles de développement courts durant lesquels on s'adapte constamment tout en maintenant l'utilisateur au centre. Les progrès sont aussi très visibles, que ce soit sur le Burn Down Chart ou sous forme de démonstration lors d'un Sprint Meeting Review. En résumé, un processus Scrum se déroule de la manière suivante. Tout d'abord, le Product Owner définit le périmètre du projet et compile les fonctionnalités voulues par les utilisateurs sous forme de User Stories. Les exigences et les développements nécessaires d'une User Story sont hiérarchisés dans le Product Backlog. Celui-ci est susceptible d'évoluer en fonction des nouveaux besoins. La réalisation des éléments du Product Backlog s'effectue dans des sprints, des développements itératifs courts de 2 à 4 semaines. Un sprint commence par un Sprint Planning Meeting dans lequel on prend les éléments prioritaires du Product Backlog. Durant le sprint, l'équipe de projet se voit tous les jours un quart d'heure dans des meetings de mêlée, appelés Meeting Scrum. À la fin d'un sprint, lors d'un Sprint Meeting Review, l'équipe de projet livre ce qu'elle a effectué au Product Owner qui, lui, va tester la qualité,
et faire les retours appropriés à l'équipe. Et enfin, c'est en fonction des retours utilisateurs ou des retours du Product Owner que l'on va alimenter le Product Backlog et améliorer le produit. Et ainsi de suite pour toutes les fonctionnalités des User Stories. Vous le voyez, Scrum change les règles de la gestion de projet et permet de gagner en efficacité. Dans les années 50, Toyota voulait rivaliser avec ses concurrents américains. Pour y parvenir, l'industriel nippon fit appel à un ingénieur, Taishi Ohno, qui eut pour mission d'optimiser la fabrication des voitures du constructeur automobile. Ce dernier inventa la méthode Kanban. Kanban est un mot japonais qui signifie étiquette. Il faut savoir qu'avant, les industriels fabriquaient en masse et poussaient tout ce volume sur le marché. La méthode Kanban inverse les choses. C'est une approche dite lean qui tient compte de la demande pour déterminer le flux de biens à produire. La production est effectuée en flux dit tendu, justement en fonction de la demande. Bien adaptée à la gestion de la production, la méthode Kanban est aujourd'hui utilisée pour gérer toutes sortes de projets et elle est d'ailleurs particulièrement adaptée aussi aux projets marketing. Pourquoi ? Parce qu'elle s'appuie sur une approche simple qui représente visuellement un flux de travail sous forme de tableau, qu'on appelle un tableau Kanban. Cette démarche permet de gérer facilement les priorités et de connaître le statut d'avancement de chaque tâche que l'on peut aisément prioriser. On classe par ailleurs la méthode Kanban parmi les méthodes dites agiles, tout comme la méthode Scrum. Voici comment fonctionne la méthode Kanban. La méthode commence par une courte réunion de 15 minutes entre les participants qui a lieu chaque jour, de préférence le matin. Ces meetings Kanban quotidiens se tiennent souvent debout. Les participants répondent à 3 questions. Ce qu'ils ont fait hier, ce qu'ils vont faire aujourd'hui et quels obstacles ils risquent de rencontrer. Les participants peuvent utiliser un tableau Kanban. Le tableau Kanban est très visuel et simple à comprendre. Dans sa forme la plus simple, il est doté de 3 colonnes. À faire, en cours et réalisé. Sur chaque colonne, on place des étiquettes, aussi nommées des cartes Kanban. Chaque carte Kanban représente une tâche à accomplir. À défaut de cartes, on peut d'ailleurs utiliser des affichettes ou des notes adhésives. Celles-ci sont placées soit dans la colonne « À faire », « En cours » ou « Réalisé ». L'équipe verra ainsi d'un seul coup d'œil l'avancement d'un projet, simplement en constatant le nombre de cartes Kanban qui figurent dans chaque colonne. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, les cartes sont déplacées de la colonne « À faire » à la colonne « En cours » pour finalement se retrouver dans la colonne « Réalisé ». Parfois, les tableaux Kanban contiennent une 4e colonne à gauche, nommée le backlog, également parfois appelé IDE. Il s'agit de tâches sur lesquelles on ne travaille pas encore. Prenons un exemple de projet simple. Mettons que nous préparions un dîner. Dans la colonne « À faire », on aura par exemple le dessert et le café. Dans la colonne « En cours », on aura le repas et mettre la table. Dans la colonne « Réalisé », on aura l'apéritif, les amuse-bouches, le vin et les boissons. On voit déjà d'un coup ce qu'il reste à faire, ce qui est en cours et ce qu'on a déjà effectué. Dans la colonne Backlog ou idée, on pourrait imaginer un autre repas comme le déjeuner, par exemple. Vous voyez, on a ainsi une vue d'ensemble facile à mettre à jour et où l'on voit immédiatement l'état d'un projet. À noter que dans certains tableaux Kanban, on peut ajouter une colonne test avant la colonne réalisée. Cela se fait en particulier dans les projets de développement technique qui requièrent que l'on teste une action ou une tâche avant de la considérer comme réalisée. La méthode Kanban peut se comparer à la méthode Scrum, à la différence que Scrum s'appuie sur des cycles de développement réguliers, en général des sprints de 2 semaines.
La méthode Kanban, elle, fait évoluer un projet chaque jour avec une démarche d'amélioration continue. Les deux méthodes, Scrum et Kanban, peuvent très bien être employées en parallèle car elles se complètent parfaitement. Une idée qui reste sur le papier ou dans un tiroir pendant des mois ne vaut rien. En revanche, une idée bien exécutée vaut de l'or. Comment s'assurer d'avoir la bonne idée, qui répond à un besoin, et comment l'exécuter vite avec le minimum de risques? Le design thinking, en français penser design, a été conçu spécifiquement pour cela. Autrement dit, on s'inspire des processus et des outils créatifs des designers pour innover. C'est Rolf Fast qui a créé le design thinking à l'université de Stanford dans les années 80, et cette discipline s'impose aujourd'hui comme l'un des principaux moyens d'innover dans toutes sortes de contextes, qu'il s'agisse de petites ou de grandes entreprises ou de toute autre organisation à but lucratif ou non. Le design thinking permet d'innover mais aussi de trouver des solutions à des problèmes complexes en les approchant sous l'angle de l'utilisateur. En effet, la clé du design thinking, c'est d'obtenir quasiment immédiatement les retours des utilisateurs finaux et d'inclure ceux-ci directement dans le processus d'innovation le plus en amont possible. Ensuite, on va transformer les idées retenues en prototypes tangibles le plus vite possible avant de retourner valider ces idées réalisées devant les utilisateurs. Une démarche de design thinking s'appuie sur 3 piliers: l'humain, l'expérimentation et la méthodologie. Mais en premier, l'humain. On place l'humain au centre de nos préoccupations lorsqu'on utilise une approche de design thinking. Comme un anthropologue, on va chercher à connaître le mode de vie, les habitudes et les problèmes des utilisateurs. Par ailleurs, on utilise aussi l'humain en menant une approche de design thinking avec un groupe de personnes différentes pour qu'il ressorte le plus d'idées d'un groupe pluridisciplinaire et hétéroclite. Ainsi, les ateliers de design thinking peuvent se faire avec des représentants de chaque département: ressources humaines, production, marketing, recherche et développement, qualité, vente, etc. En mélangeant aussi les genres et des personnes d'âge et de niveau hiérarchique différents. L'union d'un groupe hétérogène fait la force. Ensuite, l'expérimentation. Le but, c'est de matérialiser une idée le plus vite possible. On utilise pour cela le prototypage rapide. Ce processus de création permet aussi de souder l'équipe, d'apprendre et de mutualiser les idées de chacune et chacun pour en tirer le meilleur. Le prototype, une fois terminé, sera confronté avec des utilisateurs qui donneront leur retour pour qu'on puisse l'améliorer. Et enfin, la méthodologie en 5 points. Un processus de design thinking contient généralement 5 étapes qu'on peut représenter sous forme d'un cercle, parce qu'il ne s'agit pas d'une approche linéaire, mais cyclique et itérative. Que voici. 1. Utiliser l'empathie. 2. Poser le diagnostic. 3. Construire le concept. 4. Prototyper. Et 5. Tester. Voici le processus qu'il faut suivre pour innover à l'aide du design thinking. 1. Utiliser l'empathie. Il s'agit de définir l'audience cible et de se mettre à sa place pour obtenir une vision claire de qui sont les utilisateurs, tel un anthropologue, en utilisant l'empathie. Quels sont les problèmes que les utilisateurs rencontrent et de quoi ont-ils besoin? On identifie ici les points de douleur les plus lancinants des utilisateurs. Pour ce faire, on va réunir des utilisateurs et comprendre leur contexte, comment ils pensent, agissent, ce qu'ils ressentent et ce qui les motive. Vous pouvez utiliser pour cela une carte d'empathie, en anglais une empathy map, pour savoir ce que l'utilisateur dit, pense, fait et ressent. Plusieurs méthodes peuvent être employées lors de cette étape, notamment des méthodes d'immersion par exemple, des interviews en face à face, des focus group, des tests utilisateurs, des sondages, etc. 2. Le diagnostic. Sur la base de ces enseignements, on va définir les challenges, les points de friction et les problèmes des utilisateurs. Par la suite, on pourra regrouper les besoins les plus fréquents et identifier les causes racines de leurs problèmes qu'on exprimera
sous forme de problèmes énoncés. Ces problèmes énoncés doivent être centrés sur les besoins de l'utilisateur, pas sur les objectifs de votre organisation. Souvenez-vous qu'il faut, en tout temps, maintenir l'utilisateur au centre. On identifie clairement le besoin client. Vous utiliserez ces problèmes énoncés comme boussole pour orienter le reste du processus. Si vous vous perdez lors du processus Design Thinking, retournez au problème énoncé pour vous réorienter. Vous devez aussi identifier les objectifs à atteindre dans la démarche d'innovation que vous effectuez et les contraintes éventuelles dont il faut tenir compte avant d'entrer dans l'étape suivante. Car l'objectif, les contraintes et les problèmes énoncés seront pris en compte dans les idées qui seront générées. Une fois que les problèmes énoncés, l'objectif et les contraintes sont bien définis, on peut passer à la phase conceptualisée. 3. Créer le concept. C'est là que vous vous appuyez sur la puissance d'une équipe multidisciplinaire la plus hétérogène possible pour générer des idées, des concepts. C'est de l'intelligence collective et de la co-création que va naître l'innovation. Le but ici, c'est de générer une quantité d'idées. Et à ce stade de conceptualisation, on cherche la quantité plus que la qualité. Pour faire émerger des idées et stimuler l'intelligence collaborative, vous allez suivre 3 étapes. 1. Briser la glace. C'est important parce que cela définit le ton et l'ambiance de l'atelier. Il faut donc dès le début orienter le groupe sur un mode qui sera favorable au projet. Commencez par demander à chaque participante et participant de se présenter, de dire ce qu'il ou elle attend de la séance, d'exprimer son ressenti sous la forme d'un dessin, de raconter une anecdote marrante ou étonnante sur lui ou elle. Vous pouvez aussi demander aux gens de mimer une facette de leur personnalité 2 par 2 pendant 20 secondes et qu'ils changent de partenaire à chaque fois. Grâce à ce genre de technique, les gens vont s'ouvrir naturellement les uns aux autres et vous créez un environnement propice à la création. 2. Le brainstorming. Ici, il faut laisser suffisamment de liberté au groupe pour stimuler sa créativité tout en faisant avancer sa réflexion. Vous y parvenez en énonçant de nouvelles contraintes, comme l'introduction d'un nouvel élément qui permet de sortir le groupe de ses habitudes. Vous pouvez aussi changer les règles du jeu de manière impromptue pour stimuler les esprits. 3. La sélection d'idées. Il s'agit de hiérarchiser les idées les plus prometteuses. Vous le faites sur la base de critères indispensables que la solution devra remplir et que vous avez définis en amont. 4. Le prototypage. On donne vie à une idée en employant le prototypage rapide. Le but, c'est d'avoir le plus vite possible une solution tangible à montrer à des utilisateurs potentiels. Vous pouvez utiliser des techniques telles que le dessin, des découpages dans du papier ou du carton, des maquettes digitales, des assemblages en Lego, un théâtre ou des jeux de rôle dans lesquels vous pourriez jouer les solutions identifiées. Le but, c'est d'avoir quelque chose de probant qui puisse être testé sur de vrais utilisateurs. Un prototype simple, vite fait, mais suffisamment sophistiqué pour qu'il soit utilisable ou facilement compris. 5. Le test. Dans cette étape, on va tester les prototypes avec des utilisateurs et collecter leur opinion. On cherche encore une fois à bien saisir ce qu'ils pensent, comment ils agissent avec ce prototype, ce qu'ils ressentent et ce qui les motive. Tout ceci est fait pour obtenir le plus de retours possible avant d'engager des ressources pour bâtir la solution ou le produit retenu. Souvenez-vous, un processus de design thinking est itératif et non linéaire. Cela signifie qu'à tout moment, vous pourrez découvrir quelque chose qui vous fait revenir à l'étape précédente pour la répéter et l'améliorer. Si vous vous perdez, revenez au problème énoncé pour vous réorienter. Si vous animez des ateliers de design thinking, souvenez-vous que vous devez rester neutre. Votre but, c'est d'orienter les discussions vers l'objectif, mais pas de juger ou de valider les idées. Assurez-vous que les participantes et participants se sentent bien et aient suffisamment confiance pour générer des idées sans se sentir jugés. En conclusion, retenez ceci. Le design thinking est une approche qui permet d'innover dans des ateliers avec des participantes et participants hétérogènes en s'appuyant sur le retour des utilisatrices et utilisateurs très en amont.
Elle s'appuie sur l'humain, l'expérimentation et une méthodologie qui contient 5 étapes que vous pouvez suivre de manière itérative et cyclique. 1. L'empathie. 2. Le diagnostic. 3. Le concept. 4. Le prototypage. Et 5. Le test. Le mot Lean provient de la méthode de gestion de Toyota, Taishi Ohno et Shigeo Shingo, qui a révolutionné la production en utilisant l'intelligence créative des collaborateurs, en réduisant les lots de production et en produisant en temps et en heure, le just-in-time, le tout pour accélérer les cycles de production. L'approche Lean a été popularisée par Eric Ries et son livre Lean Startup. Une approche Lean se prête bien à une certaine agilité et consiste en 3 axes: bâtir, mesurer et apprendre. En d'autres termes, il faut bâtir vite, mesurer rapidement, tirer les conséquences, amplifier ce qui fonctionne ou pivoter, c'est-à-dire se rediriger si le résultat obtenu n'est pas conforme à vos attentes. Pour bâtir vite, on va utiliser un produit viable à minima, ou MVP en anglais, pour Minimum Viable Product. Il s'agit de valider une idée en engageant le moins de ressources possible. Le fondateur de Zappos, le géant du e-commerce de vente de chaussures aux États-Unis, avait par exemple validé son idée en achetant des chaussures lui-même dans les magasins avant de les expédier à ses clients et clientes en ligne. Une fois qu'il a constaté qu'il y avait un marché, il a pu bâtir sa logistique. Si le résultat du produit viable à minima est conforme aux attentes, vous pourrez industrialiser la solution. Mais si ça n'est pas le cas, il faut pivoter sur autre chose, transformer votre produit ou modèle d'affaires. En d'autres termes, le choix consiste à pivoter ou à persévérer avec l'approche Lean. Si vous devez pivoter, vous avez plusieurs choix possibles. Par exemple, une simple caractéristique du produit devient le produit à part entière. Ce qui était considéré comme un produit à part entière devient une caractéristique d'un produit plus large. Vous pouvez cibler un autre segment de clients ou vous adresser à un autre besoin du client. Vous pouvez passer d'une simple appli à une plateforme. Vous pouvez aussi passer d'un modèle de marge confortable avec de petits volumes à des gros volumes à petite marge. Ou encore modifier votre modèle d'affaires, c'est-à-dire revoir la captation de valeur ou modifier votre moteur de croissance, vos canaux de distribution ou encore votre technologie. Vous pouvez utiliser pour cela le Business Model Canva. Vous voyez, il y a d'innombrables moyens de pivoter. Certaines entreprises pivotent longtemps et sans arrêt pour trouver et adapter leur modèle à un marché en constante mutation. L'entreprise finlandaise Nokia, par exemple, établie en 1865, a commencé par produire de la pâte pour faire du papier, des pneus, des bottes en caoutchouc, du plastique, de l'aluminium, des produits chimiques, des câbles, des télévisions, des générateurs d'électricité, des masques à gaz pour l'armée, des ordinateurs personnels et bien sûr des téléphones portables. En définitive, retenez qu'une approche Lean consiste notamment à innover rapidement à l'aide d'un MVP, un produit viable à minima, de valider celui-ci sur le marché avant d'investir plus de ressources ou de pivoter sur autre chose.